L'empereur de l'acier. L'ascension d'Andrew Carnegie. Le premier homme reçoit l'huître, le second, la coquille. C'est en allant chercher l'huître que l'on construit l'Amérique. L'enfance en Écosse, sombre et rapide. 1835, Dunfermline, Écosse. Loin des gratte-ciel qu'il bâtira, la vie d'Andrew Carnegie commence dans une extrême pauvreté. Son père, tisserand, est ruiné par la révolution industrielle. La famille vit dans un taudis. Carnegie, enfant résolu, il dit à sa mère « Je ne veux pas de cette misère, maman. Un jour, nous ne manquerons plus de rien. » À 13 ans, l'espoir d'une vie meilleure les pousse à l'exil. Direction, l'Amérique, la terre promise. De son immigrant est le travail acharné, rythme rapide, à Pittsburgh, Pennsylvanie, la ville de la fumée. À peine débarqué, Andrew, frêle adolescent, travaille. D'abord comme bobineur dans une filature, 12 heures par jour, 20 $ par semaine. Puis, télégraphiste. Il apprend le réseau, la communication, le pouls de la nation en pleine expansion. Carnegie, jeune homme, déterminé. Chaque message, chaque nom, chaque contact est une marche sur l'échelle. Je n'ai pas d'éducation, mais j'ai la concentration. Et l'œil, il est vite repéré. Thomas Scott, le surintendant d'une compagnie de chemin de fer, en fait son assistant. C'est là qu'Andrew comprend tout. Le futur ne roule pas sur des rails en bois, il roule sur de l'acier. Le grand virage, tonalité stratégique, Carnegie n'a pas l'argent, mais il a l'instinct. Il investit ses économies et ses premiers prêts dans le pétrole, les wagons-lits, les ponts. Il s'endette, prend des risques, mais toujours avec une vision, la production de masse. Lorsque l'Amérique se lance dans la construction massive de ses infrastructures après la guerre de sécession, Carnegie est prêt. Il se concentre sur l'acier. Carnegie, voie d'affaires, autoritaire. La concurrence est un péché. Nous contrôlerons la matière première, le transport, la production. Du minerai à l'acier, je posséderai tout. C'est ce qu'on appelle l'intégration verticale. L'apogée et le contrôle, tonalité triomphale, Carnegie Steel Company devient le géant incontesté. Il écrase les prix, modernise les usines. Il est brutal dans les affaires, impitoyable avec les syndicats, mais d'une efficacité redoutable. Il n'est plus l'immigrant misérable. Il est le roi de l'acier, l'homme le plus riche du monde. En 1901, il vend son empire à JP Morgan pour 480 millions de $, l'équivalent de centaines de milliards aujourd'hui. Le philanthrope, tonalité réfléchie, mais sa conscience le tourmente. Carnegie croit que l'homme qui meurt riche meurt déshonoré. Sa deuxième vie commence. L'homme d'affaires se mue en philanthrope. Carnegie, réfléchissant, et dit « L'accumulation est la première tâche de l'homme d'affaires. La redistribution, la plus noble. Mon devoir est d'utiliser cet argent pour le bien de la communauté. C'est l'évangile de la richesse. » Il consacre les 18 dernières années de sa vie à distribuer sa fortune. Il finance près de 3000 bibliothèques publiques, son outil préféré pour permettre aux autres de s'élever comme lui. Des fonds pour l'éducation, la science et la paix mondiale. Andrew Carnegie est mort en 1919, ayant fait de son rêve américain un modèle et de sa fortune un legs. Il n'est pas seulement le symbole de l'ouvrier devenu milliardaire. Il est la preuve qu'une idée, une ambition féroce et la volonté de dominer un marché peuvent transformer un enfant d'une misère écossaise en l'homme qui a financé l'éducation, la paix et qui a littéralement bâti l'épine dorsale en acier de l'Amérique moderne. Merci de suivre la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour un autre personnage qui donne l'inspiration.